Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la troisième de la série Lo-Fi Jazz Up. Alors, un petit aparté, vous avez peut-être rendu compte qu'il y a des différences entre la première, la deuxième et la troisième vidéo. C'est tout simplement que la vidéo d'introduction a été enregistrée en juin 2018, donc il y a un peu plus d'un an. La deuxième vidéo, il y a quelques mois avec mon vieil ordi, et celle-ci avec un ordi de prêt, puisque effectivement, là je suis en récolte de fonds, et c'est pour ça que j'ai fait appel à certains d'entre vous pour des dons, pour m'aider à renouveler mon matériel, notamment mon ordi. Donc si jamais vous souhaitez m'aider, ça se passe dans la description de la vidéo. Je ferme la parenthèse. Alors ici, il sera question du choix du sample, de l'échantillon audio principal qui va nous servir de structure de base à toute notre compo. Je vous fais écouter l'échantillon audio que j'ai sélectionné d'un pack de Loopmaster qui s'appelle Jazz Note, un pack qui vaut environ 30 € avec plein de sons, des progressions de piano, piano électrique, des progressions d'accords avec des instruments multiples. Il y a des parties, des guitares, des saxos, des parties rythmiques en boucle, en lecture seule, en one shot, avec on a même les balais, les brushes qu'on retrouve tout le temps dans le jazz. Enfin bref, un kit très complet. Sinon, vous avez, j'en parle dans la deuxième vidéo, la possibilité de télécharger gratuitement Loop Cloud, qui est une application qui permet non seulement de gérer les samples, mais aussi d'accéder au contenu des packs payants et de n'acheter que les samples qui vous intéressent, une formule très économique et 100% libre de droit. Donc là, j'ai fait le choix d'un sample d'une progression d'accords de piano qui est ici, on a deux indicateurs, qui est en sol avec un tempo de 80 BPM à la base. Je vous le fais écouter. Voilà, donc une suite d'accords qui est assez riche, avec plusieurs changements d'accords, donc ça va être assez intéressant puisque on va pouvoir, après, le but du jeu, hein, c'est de se l'approprier, aussi bien au niveau du tempo qu'au niveau de la hauteur, c'est-à-dire de la transposition ou du pitch. On va essayer de se l'accaparer de façon à ce qu'il ne ressemble plus trop à l'original, et puis qu'on puisse apporter notre marque de fabrique. Avant de commencer à l'importer dans notre projet, il faut que je vous explique quelque chose, notamment en termes de tempo et comment fonctionne Ableton Live. Avant de vous expliquer ça aussi, deux choses qui peuvent être importantes, c'est quel tempo choisir. Soit effectivement, vous souhaitez partir sur un tempo qui est fixe. Alors initialement, le projet est toujours ouvert à 120 BPM, sauf si vous avez mis un template personnel. Mais à chaque fois que vous ouvrez une session vide d'Ableton Live, le tempo est à 120 par défaut. Soit effectivement vous le bougez directement et vous fixez un tempo de façon à ce que tout ce qui soit importé, tout ce qui concerne l'audio qui soit importé dans votre session, dans votre projet, soit calé au tempo de votre choix. Ça peut être éventuellement une contrainte aussi. Imaginons vous faites un montage, une bande sonore sur une bande vidéo, vous avez peut-être la contrainte de travailler sur un certain tempo, donc voilà, ça peut être une des contraintes. Perso, moi, je préfère écouter l'échantillon audio, l'adapter au swing, à la vitesse, à ma sensibilité, parce que n'oubliez pas que c'est vous qui allez ajouter des instruments, que vous allez enregistrer soit avec des vrais instruments, soit avec des instruments virtuels. Donc c'est important d'avoir une certaine sensibilité de ce qui vous parle le mieux, la vitesse qui soit la plus adaptée à votre feeling. En tout cas, ça c'est ma façon de voir les choses. Alors, avant tout, il faut voir ici, quand on est dans les préférences, hein, si vous faites un commande virgule ou live préférences, et dans l'onglet Record Warp, vous avez des petites informations, notamment concernant le warp. Hein. Vous avez la possibilité de le désactiver, de l'activer en one shot ou en boucle ou automatiquement par défaut. Alors, qu'est-ce que le warp? Je rappelle vite fait. Le warp, c'est la façon d'étirer comme un élastique un échantillon audio, de façon à l'obliger à se caler sur un tempo qui est fixé ici dans votre session. Ce qui permet, à chaque fois qu'on importe, on peut automatiser
l'import, on peut obliger en fait Ableton Live à dire, ben voilà, chaque fois que tu m'importes un fichier audio, je veux qu'il soit automatiquement calé au tempo, de façon à ce que j'ai pas des tempos différents au niveau de mes échantillons audio et que tout soit toujours bien calé. Ça, c'est important de savoir. Donc, on peut activer automatiquement l'analyse à chaque import de fichier audio. Mais il faut faire une distinction entre deux choses. Si vous avez une session qui est complètement vide, et le cas où il y a une section où il y a quelque chose dedans. Je m'explique. Imaginons, vous avez ici un clip MIDI, qu'il soit rempli ou pas, peu importe, on s'en fout. J'ai un clip. Quoi qu'il arrive, tout fichier audio que je vais importer va être synchronisé au tempo qui est fixé par la session. Quoi qu'il arrive, même si à partir du moment où il y a un clip, ça va automatiquement être calé. Je vous donne un exemple. Je prends l'échantillon audio, je le mets dedans, j'ai un tempo à 120, je double-clique, on voit qu'il a warpé, il a analysé, je vous expliquerai pourquoi il a analysé le tempo à 160 tout à l'heure. Le warp est activé, quoi qu'il arrive, eh ben, il m'a calé mon échantillon audio de façon à ce qu'il soit calé à 120 BPM. Si je l'écoute, je vais la supprimer. Alors forcément, il peut y avoir des petits soucis au niveau de la vitesse de lecture, parce que là, je vais vous expliquer comment justement contourner la chose et de façon à avoir une qualité audio qui soit quand même meilleure. Donc là, je supprime. Donc vous voyez que à partir du moment où j'ai un clip, même s'il n'y a rien dedans, j'importe un fichier audio, il va me le caler à la session. Même si je bouge après mon tempo, il va s'adapter. Mais c'est pas beau parce que la référence ici est à 160. Donc je vais vous expliquer le deuxième cas qui va surtout beaucoup plus nous intéresser. Imaginons, je double-clique, j'ai mon tempo qui est à la base à 120 et je vais aller chercher mon échantillon audio. Donc on est d'accord, il n'y a rien, j'ai rien dans ma session. J'ai activé, j'ai mis le mode warp sur auto. Et là, je vais aller importer. Ah, il y a eu une première analyse, donc c'est pas grave. Je le prends et je le glisse sur une piste audio. Et là, vous voyez ce qui se passe. Il m'a mis un tempo à 160. Pourquoi? Parce qu'à la différence de tout à l'heure, il y avait déjà un clip existant dans le projet. Donc, tout ce que je vais importer va s'adapter, on préserve le tempo du projet. Là, il n'y avait rien. Donc, qu'est-ce qu'il fait Ableton Live? Il va analyser le fichier audio entrant et adapter le tempo suite à l'analyse qu'il en a faite. Et là, vous me dites, c'est bizarre parce que, initialement, le tempo, il est à 80 et lui, il me le met à 160. Alors, comment ça se fait? Alors ça va être pas forcément évident à expliquer. Je vais essayer de vous donner un exemple concret pour mieux vous permettre de... pour une meilleure compréhension, on va dire. Si je fais lecture, la vitesse est bonne. Alors qu'initialement il doit être à 80, donc 2 fois plus lent, et là, il lit à la même vitesse que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ici, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo d'introduction, on a la possibilité on a une fonction qui nous permet de multiplier par 2 ou diviser par 2 le tempo. Pourquoi? Je vais essayer de vous donner un exemple concret. Imaginons, vous avez donc une mesure avec 4 temps. Prenons l'exemple d'un kick qui tape à un temps, à chaque temps, sur une mesure. On a une mesure qui comprend 4 temps, j'ai un kick par temps, donc ça veut dire j'en ai 4 sur la mesure. Donc Ableton Live va analyser, par exemple sur les transients, il y a un kick, hop, sur un temps, un autre sur un autre temps, un autre sur un autre temps, un autre sur un autre temps. Donc il va calculer le temps que va mettre les transients, les kicks à tourner, et en fonction de la vitesse et de la périodicité du transient, il va déterminer le tempo par rapport à un cycle. Imaginons ici, j'ai des transients aussi qui sont bien marqués, qui correspondent en fait au marteau, aux accords de mon piano.
Donc à chaque fois j'ai des transients, sauf que ici, sur 4 temps, une mesure de 4 temps, et ben parfois j'en ai 2. J'ai 2 transients. Donc ce qui va expliquer que Ableton Live, lui, dans son analyse, il va se dire, bah, au lieu d'en avoir un transient par temps, bah, parfois j'en ai 2. Donc lui il va dire, bah, si j'en ai 2, sur son cycle, et ben il va dire, je peux en avoir 2, éventuellement 2, 2 et 2. Donc il va se dire, oh là, à partir du moment où j'en ai 2 sur un temps, et ben il va nous proposer en fait un tempo qui est multiplié par 2. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous pouvez observer que le 160, c'est le double de 80. Donc lui, il fait une analyse, c'est pour ça qu'il faut dissocier l'analyse qui a été faite sur le warp et votre tempo. Si j'ai une cohérence tout à l'heure, c'était pas bon parce que j'avais une analyse qui était complètement différente de mon tempo. Mais regardez ici, j'ai un warp avec une analyse à 160 et un tempo à 160. Donc si je lis, j'ai une vitesse réelle. Ok, et si je divise par 2, ça veut dire donc je suis sur un tempo à 80, donc 2 fois moins vite. Et si ici je mets un tempo à 80 et je fais lecture, j'ai exactement la même vitesse. Mais quelle sera la différence si je reviens en arrière avec une commande Z? Je reviens à 160 et 160. Il y en a, ça va déranger, d'autres, ça ne va pas les déranger, mais imaginons, vous activez le métronome, vous voulez créer une partie rythmique en finger drumming, par exemple, hein, avec vos pads. Bah là, sur 160, ça fait un peu rapide quand même à l'écoute. Alors que si vous remettez sur un tempo, on analyse à 80 et là 80, c'est quand même plus appréciable. Vous voyez, donc là, je vais étendre comme ceci. Au niveau du métronome, ça fait quand même moins rapide. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris en fait le fait de multiplier par 2 ou diviser par 2. Si je décide de faire 200 ici et 200, ça paraît complètement débile, mais à l'écoute, j'ai la même vitesse. Et si je le mets à 20, ce qui correspond à rien, on est d'accord, j'aurai la même vitesse de lecture. Entendez par là, c'est qu'on a une cohérence entre le warp du BPM avec le BPM d'origine. Eh bien, si je me mets à 80, on va être à l'aise au niveau du métronome pour enregistrer notre partie rythmique. Et là, je suis sur un tempo d'origine, mais je peux, une fois qu'il est fixé, j'ai une cohérence ici, je peux aller me permettre, puisque le warp est activé, je peux aller me permettre de accélérer la vitesse. Si je veux un tempo à 86, eh ben, je vais mettre mon tempo à 86. Toc, on va le mettre en boucle. Vous voyez, ça marche nickel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à s'approprier, maintenant parce que c'est pas le tout. On a vu éventuellement la vitesse, on l'a adapté à 86 BPM. Je peux décider, si je veux, de changer la hauteur de l'ensemble du clip audio. Bon, je vais le laisser à la hauteur de base, et maintenant je vais essayer de faire les petites découpes pour m'approprier l'échantillon audio. Vous avez vu que lors de son analyse, le warp il m'a mis déjà par défaut des petits warp markers, des petits marqueurs qui correspondent en fait tout simplement à l'analyse des transients, et il peut se dire que bah, effectivement à chaque fois qu'il y a un transient, c'est-à-dire qui est marqué, là où il y a le plus d'énergie, c'est qu'éventuellement il se passe quelque chose, donc il peut y avoir un changement d'accord. Donc on peut décider par exemple, de double-cliquer pour activer des warps, les marqueurs ici. Alors j'écoute pas parce que c'est pas l'option que je vais retenir, mais c'est juste pour vous montrer.
peut avoir plusieurs, voilà, imaginons on a fait toutes les découpes, et ça va correspondre à une lecture d'échantillon entre chaque warp marker. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, je fais un clic droit, et je vais découper en nouvelle piste MIDI. Je clique, et je dis, je vais créer des tranches, en fait, je vais découper mon échantillon par rapport à plusieurs choses. Soit par rapport aux transients qui ont été analysés, soit par rapport à une mesure, ou des quantifications de mesure, des divisions de mesure, ou soit par rapport au warp marker que moi j'aurais créé. Donc là, il me dit, en fonction des tranches que j'ai pu créer, j'ai créé tout ça en warp marker, hein, les trucs jaunes là, et il va me dire que sur la région qui est sélectionnée, je vais avoir 14 tranches. Donc je fais OK. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai un nouveau clip, donc celui-là, je vais le désactiver. Et là, si je fais lecture, il me relie tout l'échantillon audio, mais avec des divisions de tranches qui ne sont pas forcément super bien, parce que ici, vous voyez qu'il y a des petits craquements, parce que la division elle n'est pas bien précise, mais j'ai des tranches comme un drum rack. Après, vous pouvez travailler pour éviter qu'il y ait des cracks, vous pouvez ajuster le locateur de gauche et de droite. Vous pouvez augmenter un peu l'attaque quand vous sélectionnez votre tranche, hein, pour jouer ici par exemple avec l'attaque, un peu plus d'attaque, un peu moins de release ou un peu plus de release. Enfin bref, ajuster comme vous voulez, mais c'est pas l'option que je voulais retenir, parce que moi ce que je veux vous montrer c'est une autre solution, parce que après le but du jeu c'est de les jouer dans un ordre différent. Mais je vais vous montrer autre chose. On va supprimer cette piste. On va réactiver notre clip. Et ce que je vais faire, c'est je vais créer, on peut enlever cette piste audio, et je vais créer un simpler que je vais mettre sur une piste MIDI, et je vais glisser mon échantillon audio dans mon simpler. Je vais désactiver mon clip ici pour pas qu'il nous embête. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais me mettre en mode slice, c'est-à-dire en mode division. Et il va me proposer en fait une découpe qui est faite par rapport à soit plusieurs analyses possibles. Moi, je reste les transients, c'est-à-dire là où il y a le plus forte énergie qui correspond en général au début, avec les marteaux, au début de notre accord. Et je vais baisser la sensibilité ici, c'est-à-dire la division. Et je vais aller la mettre... Je ne vais pas en mettre trop parce que je veux quand même avoir de la matière. Et je vais me mettre par exemple ici, je sais pas, 74. Et là, je vais peut-être rajouter ici, ici et ici. On va voir, donc là, je vais jouer avec mon push. Je vais activer le warp. Et là, ça fait quoi ? Voilà, on va essayer de créer quelque chose. Vous voyez qu'avec les pads, enfin vous ne voyez pas, mais vous voyez que quand je joue avec différents pads ou avec les touches de votre clavier pour déclencher des tranches comme je veux. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais essayer d'enregistrer quelque chose. On va activer le métronome. Alors, je vais essayer de passer derrière mon micro. Alors, on va essayer de faire quelque chose avec ça. On va augmenter un peu le volume. Ok. Alors, on va essayer d'enregistrer.
Alors, voyons voir ce que ça donne. Avec une boucle, est-ce que je suis bien? Je double-clique, on va visualiser uniquement les notes. Tac. On va tout sélectionner, remonter un peu. Il y en a qui étaient un peu faibles au niveau de la vélocité. Je vais les remonter. Et on va garder les nuances pour que ce soit un peu plus humain. Pour le côté moins robotisé, on écoute. On va enlever le métronome. Ok. Alors par contre, vous vous êtes rendu compte que à la lecture, il y a du petits craquements qui sont disgracieux. Tout simplement, c'est que je vais les régler ici. Alors l'autre, il est où? Alors celui-là, on va l'enlever. Ouais, je mets un petit fade out pour éviter le petit clic qui m'embête. Ok. Je vais voir les autres notes que je joue. Ça, on le fait qu'une fois, après on est tranquille. On va réécouter si ça colle à peu près. Alors sur cette note-là, il y a encore un truc qui gêne. On entend le petit schwitz.
Ok, là c'est propre. On revient à cette partie-là. Il y a celui-là aussi. Voilà, donc tout est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... parce que si vous voulez changer éventuellement la hauteur de certains slices, là, ça va pas être possible. Parce que vous n'avez pas de contrôle, en fait. Vous avez un contrôle éventuellement ici. D'ailleurs, ça peut... je vais enquiller justement là-dessus. Ça peut être intéressant. Par exemple, on peut activer ici un LFO avec une forme d'onde un peu aléatoire et donner du mouvement et commencer à apporter un petit côté lo-fi, un petit peu déréglé à notre piano. On va déjà jouer sur la panoramique, déjà, et voir ce qu'on peut faire. On va le mettre en synchro par rapport à la session. Vous voyez, ça commence à prendre vie dans les oreilles droite-gauche. Je ne vais pas en abuser. Et je vais jouer sur le pitch, ici, sur la hauteur, pour faire comme si la bande était usée et qu'il y avait des différences de hauteur. Il faut que ça soit subtil quand même. La différence entre l'original Ok, donc là on commence à avoir quelque chose qui ressemble à du lo-fi. Et ce qu'on peut faire, c'est, quand on vient sur le sample ici, de faire un clic droit et de découper en rack de batterie. Qu'est-ce que ça va avoir pour effet? C'est que je vais me retrouver avec un drum rack et toutes mes tranches ici. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir après jouer sur la transposition individuelle des tranches. Éventuellement, si j'ai envie de la descendre, par exemple. Je vais recommencer ici sur le premier. Et là, je peux individuellement jouer sur chaque tranche avec tous les paramètres de contrôle, et notamment sur la transposition. Ça peut être intéressant s'il y a un des accords que vous avez envie de changer. Évidemment, on pourra ajouter des effets sur chacune des tranches, c'est vraiment la chose qui est assez intéressante. Une autre option que je ne vais pas utiliser, mais que je vais vous montrer aussi, c'est si par exemple vous voulez utiliser une tranche et la jouer à différentes hauteurs, mais avec votre clavier ou avec les pads. Et bien, je vais tout simplement prendre par exemple la tranche 1, et je vais la glisser comme ça. Et là, ça va me créer en fait une tranche supplémentaire et un instrument à part entière. En C3, j'ai la hauteur normale. Mais je peux jouer à différentes hauteurs. Alors forcément, je perds un peu en rapidité dans les graves où ça accélère dans les aigus, mais on peut avoir des effets qui sont assez intéressants et jouer en fait une tranche sur toute la longueur du clavier à différentes hauteurs, ça peut être intéressant. Donc je fais... Alors si par contre vous faites ça, justement vous perdez votre première tranche.
Je fais CTRL Z pour commande Z pour revenir en arrière et garder en fait mes tranches. Voilà, bon bah c'en est tout pour cette vidéo, et la prochaine on ira voir un petit peu sur la structure et l'ajout d'autres instruments. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.